Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue au conseil municipal de Passy pour cette dernière séance avant les vacances estivales. On va commencer par les questions du public. Le public, questions. Alors, monsieur Bouessoff. Bon, j'ai une toute première question. Est-ce qu'on peut encore vous poser des questions? La preuve. À vous, monsieur le maire. La preuve. Parce qu'il y a des camarades à vous qui ne trouvent pas le moyen de critiquer parce qu'on pose trop de questions. Ah bon? Alors c'est parce qui que ces moi, j'ai camarades? cliqué tout de suite sur le nom après la réunion, le bonhomme, et je vais en ami. Et qui c'est le premier des amis? Monsieur Castéra, le maire. J'ai pas Alors, compris. est-ce que ça vaut le coup qu'on pose encore des questions? Sur quoi? Sur Facebook? Non, le compte-rendu du conseil municipal, Ouais. le dernier. Oui. C'est quoi le Il y problème? en a un qui a trouvé le moyen, il y a beaucoup trop de gens qui posent trop de questions. Est-ce que ça vaut le coup qu'on pose des questions encore? Bah oui. Et un de vos camarades encore. Je vois pas où est le problème, moi. Et vous regarderez le dernier conseil municipal, vous le verrez tout de suite. Ouais. Je ne veux pas le nommer ici, vous le verrez tout de suite. Ouais. Mais sur le compte rendu écrit, je comprends pas. Non. Non, sur Il y Facebook. en a qui tout de suite donnent un avis sur le conseil municipal, D'accord. qui est retransmis. Et puis il y en a un qui a dit, il y en a qui posent trop de questions. Est-ce que ça vaut le coup? Bah écoutez. Logique. Hein? C'est pas trop logique. Ouais, surtout- si on n'avait pas envie de questions, on mettrait pas ça en direct sur Et Facebook. surtout, et puis... la plupart du temps, je suis le seul à poser des questions. C'est vrai. Bon, vous n'êtes pas tout seul, il y en a d'autres de deux fois Oui, quand même oui, de temps en temps. La plupart du temps, oui. Bon, donc, quelle est votre question alors? Alors, une question. Super, le Tour de France. Le seul inconvénient, c'est le sieur Ferrand. Parce qu'avec le passé médical qu'on avait à Passy, le passé industriel, le passé culturel et le grand passé cycliste qu'on avait à Passy, qui a pas parlé une seule fois de Passy comme il faut, comme il a parlé partout ailleurs. Non? Parce qu'on a quand même eu dans les années 60 les championnats du monde, On sait, championnat de France, on sait. l'arrivée à pleine joue du Dauphiné libéré, et au moins 5-6 fois la montée des Aigras du Tour de France dans le temps. Et l'autre, il n'a pas été foutu de présenter Passy comme toutes les autres communes. Alors, il y a eu des critiques aussi sur d'autres communes, il n'a pas été très bon. C'est dommage que c'est quelqu'un qui anime une émission historique sur France Télévisions, qui est plutôt de qualité en général. Et là, on a pu voir qu'il découvrait un peu, même pas ses fiches, parce qu'il faut savoir qu'au préalable, quand il y a une étape du Tour de France, à chaque étape, on prépare notamment l'intervention télévisée, donc c'est le cas pour toutes les communes. On liste les points d'intérêt, on leur donne les éléments d'explication, synthétiques bien entendu, ils n'ont pas 3 quarts d'heure pour parler à chaque fois de chaque point d'intérêt. Et surtout, on fait les repérages sur place avec le service de production et de réalisation de France Télévisions. Ils sont venus 2 fois. Et ils nous ont même fait changer l'emplacement des caméras au dernier moment, pour la petite histoire. Il a fallu rappeler Grand-Marie pour câbler différemment. Bon, enfin bref. Après, c'est France Télé qui gère. Donc c'est clair que nous, là-dessus, on n'était pas très contents. Je l'ai dit, il y a des passants qui s'en sont émus sur Facebook. Il faut savoir que c'est après France Télé qui gère cette partie-là. Mais nous, communes, on a fait le maximum, on a donné tous les éléments. Bon, maintenant, c'était une première. On a des relations plus directes avec notamment l'équipe ASO. À plusieurs niveaux, avec le journaliste sportif qui dit quand même pas de bêtises en général, Alexandre Pastor, on a de bonnes relations avec lui. L'année dernière, il a bien parlé de Maël Grosse-Tête, il joue le jeu. Mais il faut reconnaître que M. Ferrand n'a pas du tout été à la hauteur de ce qu'il nous a habitués. Et même sur d'autres collectivités, on m'a dit sur d'autres étapes du Tour de France, il était pas bon. Bon, on déplore. Après, faut pas prendre ça. L'essentiel, c'est que la fête Pour une fois qu'on fait ville de départ, je suis c'est d'accord. pas normal. Parce qu'après, quand il était en Maurienne, là-bas, les usines Péchinet, il en a parlé. C'est vrai. Hein? Bon, sur le commentaire, il y a eu un reportage, vous avez vu, il y a une capsule vidéo sur l'église Notre-Dame de Toute-Grâce, qui était assez bien tournée, et Oui, très très belles images. On en avait repéré d'autres avec eux, ils ont montré les fresques de Chelles, ça avait été listé aussi avec eux. Une fois. Ouais. Parce que j'ai eu l'occasion, j'étais devant la télé. Ouais. Je ne pouvais pas aller sur le site, parce que, vu mon problème. Ouais. Mais ils ont monté les fresques, et les fresques, ça avait été listé. On avait bien entendu listé, parler la cascade de Cœur. On n'a rien vu. On n'a rien vu. J'allais le dire. Et c'est juste à la fin où ils ont montré les 2 derniers, effectivement, que les caméras avaient le temps, entre guillemets. Ouais. Et ce qu'on déplore un peu, c'est qu'en termes de réalisation, ils ont montré le départ. Après, ils basculaient soit sur la descente de Passy, qui était assez rapide, certes, mais surtout la montée de Mancy. Voilà. Bon.
Maintenant on le sait, c'est ce que j'ai dit aux dirigeants du Tour de France et j'en ai parlé avec Bernard Hinault. J'ai dit nous on a beaucoup plus raide que la côte de Domancy. Alors ASO ils étaient surpris d'entendre ça, qu'il n'y avait plus raide. Oui, il n'y a plus raide. Donc quand Patrick était élu, ils ont organisé le Dauphiné libéré à l'époque du temps de Gilbert. Et ils étaient déjà montés par le Perret et Assidamba. Donc l'idée c'est qu'on fasse une compétition dans un premier temps. Bernard Hinault conseillait plutôt de faire un Dauphiné libéré. Ouais, sur une arrivée à pleine joue pour tester un petit peu. C'est déjà fait ça, ouais. Et voilà, donc on va postuler prochainement pour une arrivée du Dauphiné libéré et leur montrer qu'on a plus raide que la côte de Domancy qui est à 9%, avec beaucoup plus de dénivelé, parce que la côte de Domancy c'est même pas 300 mètres de dénivelé. Nous c'est 500 pour arriver au plateau d'Assy, allez je vais dire 450 plus 300 pour monter à pleine joue. Donc ça fait un beau finish. Voilà. Donc on va postuler dans ce sens-là. Surtout qu'il nous a brassé au moins un grand nombre de fois sur le championnat du monde de Domancy. Ouais. Alors que nous on en a eu un. Alors on a eu le passage, c'est en 62, hein, Patrick 64, oui. Bon, 64 qui passait là. Bon, il y a les championnats du monde en 2027. Il y aura forcément quelque chose sur le pays du Mont Blanc. On parle notamment de la côte de Domancy, hein, mais ils ne vont pas se restreindre à Domancy. Donc il y a des chances qu'en 2027, sur le pays du Mont Blanc et à Passy, on ait quand même quelque chose des championnats du monde. Il y a les 11 disciplines du vélo. D'une manière générale, il y aura toutes les disciplines, VTT, VTT trial, cyclisme. Surtout qu'à Passy, il y a un club et tout. Hein. On a un très bon club et qui est maintenant orienté très VTT. Hein, il y a moins d'adhérents, il n'y a quasiment plus personne en vélo de route et en VTT, ils marchent très fort. Ils étaient présents, hein, le club, avec James Pajon, le président. Ils ont fait une ouverture, les jeunes, et puis les cadets ont fait la totalité du circuit avec l'opération continentale. Voilà. Bon, l'idée c'était qu'on arrive à rassembler tout le monde. On a proposé aux associations de tenir les buvettes. On avait prévu très grand en termes de parking. On n'a pas été surpris, il n'y a pas eu une mauvaise surprise. L'organisation, on a fait le point avec ASO le soir. Ils étaient super satisfaits. Il faut quand même savoir que contrairement à ce qui était annoncé, où c'était 3 jours du Tour de France à Saint-Gervais, c'était pas 3 jours de Tour de France à Saint-Gervais. Non, voilà, donc tout le monde l'a bien vu. Et surtout, c'est que pour les communes, les petites communes comme Saint-Gervais et Combloux, la base logistique était à Passy. Hein, parce qu'on avait la place, on s'est organisé pour stocker notamment tous les porte-chars pour la caravane publicitaire. Les habitants ont joué le jeu, nickel. Moi je tiens à les remercier, je voulais en parler à la fin du conseil. Il y a eu certaines contraintes, mais on pouvait quand même circuler. Mais la base logistique était en bas. Il faut quand même bien que les gens le comprennent. En haut c'est logique, c'est des territoires où il y a moins de place. Donc voilà, on a joué la mutualisation avec les collègues. Et puis avec les collègues de Combloux, ça s'est super bien passé. On a accueilli le cyclo-club de Combloux le matin, qui a fait la boucle. On a déjà fait la boucle avec eux, avec Patrick, à la fête du Tour de France fin mai, avec les collègues de Combloux. Donc c'était sympa, donc ça a resserré les liens. Par contre, moi j'étais au-dessus de la cascade, dans le virage des poubelles. Ouais. J'étais monté bonne heure le matin et parti tard le soir. Et il y a une chose qui était bien, qui était respectée par les gens, c'est que tous les poubelles avec les sacs que vous avez mis, les gens n'ont rien mis par terre. Ouais, non, c'était super propre. Ouais, c'était super. Ça, faut le souligner aussi. Ah ouais, t'as raison. Ouais. On a installé 450 sacs poubelles sur le. Ouais, c'était super cool. Ouais. Et puis le point d'eau qui est dans le virage aussi, parce que les gens avaient chaud. Ça a été bien anticipé. Ouais. Et, on avait mis des points d'eau et c'était dur ce jour-là. 35 degrés. Un grand coup de chapeau aux bénévoles. On avait mobilisé, il y a 180 agents de la mairie volontaires qui étaient sur l'épreuve, qui avaient répondu présent, de décaler leurs vacances pour beaucoup d'entre eux, pour être sur l'événement. On a 250 agents, donc 180 c'est quand même un chiffre important. Ça a permis de mélanger les équipes, il y a eu une vraie mobilisation, une vraie cohésion, et les gens étaient contents. Ouais, convivial. Il y a des gens qui se connaissaient pas, parce que tout le monde se connaît pas, puis des services qui ne se mélangent pas, qui sont sur des sites extérieurs. Donc ça, c'était une vraie réussite. Et donc voilà, je pense que c'est. Mais il y en aura d'autres, on postulera à d'autres arrivées du Tour de France. Voilà. Bon, une autre question, si ça gêne pas votre camarade. Non, pas du tout. Qu'est-ce que vous entendez par piste forestière? Il y a un distinguo entre route et piste forestière. Une piste forestière, elle n'a pas le même gabarit que la route. La route, c'est ce qu'on a fait sur la route forestière, c'est ce qu'on vient d'inaugurer sur le Châtelard, Col de Vose, le Praraillon. Oui. Elle a 9 mètres, je me retourne vers Christelle. 9 mètres et la piste elle a 6 mètres de mémoire, de largeur. Et qu'est-ce qui monte par la piste forestière? Et 12% maxi. Et qu'est-ce qui monte par la piste forestière? En ce moment, il y a des camions qui montent avec le ballast pour le TMB. Voilà, vous avez la réponse. Et voilà. Ouais. Est-ce que c'est normal? La route forestière, elle a été faite en priorité pour le débardage du bois qui va commencer. Oui.
qui va commencer cet automne. Ensuite, nous, on a un point important qu'on a défendu depuis longtemps, c'était pas la mode, entre guillemets, c'est que c'est un outil important en cas de lutte contre les incendies de forêt. On l'a dit déjà ici, on a eu un départ d'incendie l'année dernière au sommet de Tête Noire à cause de la foudre, qui a perduré le lendemain, il a fallu aller en hélico, c'était compliqué. La route était en travaux, il y avait les engins qui avaient été mis en travers pour que les gens ne montent pas là-haut, justement, donc les pompiers ne pouvaient pas accéder. Donc elle a un rôle important, cette route, au niveau de l'intervention du feu. Alors, on ne couvrira pas tous les secteurs, c'est sûr. Non, pas possible. Mais déjà, vu le gabarit, la déclivité qu'elle a, ça permettra grandement d'améliorer les choses. Donc la demande a été déposée effectivement par la Compagnie du Mont Blanc pour utiliser la route forestière et pas passer dans le centre de Saint-Gervais. Encore surpassé. Ce qui peut se comprendre. Donc on a accepté, donc on est 3 communes. Les Ouches, Passy et Saint-Gervais, donc de les laisser passer. Par contre, on a dit il y aura un constat avant-après, et s'il y a des détériorations, c'est la Compagnie du Mont Blanc qui paiera la remise en état. Donc ils montent effectivement pour faire les travaux au niveau du TMB, au niveau du tramway du Mont Blanc, qui, soit dit au passant, est une concession du département aussi, et c'est le département qui paye les investissements. Et le département a financé une partie de la route forestière. Je me tourne vers Christelle, combien c'est 14% ils ont mis le département? Je sais plus, c'est le Conseil Savoie-Mont-Blanc. Ouais, c'est bon, voilà, il y a une partie de financement du département. Voilà. Il y a une régulation pour tous les véhicules 4x4, tout ça là. Alors, les véhicules 4x4 seront interdits à partir des Brions, parce que c'était une des conditions de financement européen, notamment. Donc, les 4x4 seront interdits à partir des Brions, donc ça permet de monter jusqu'à l'école. Les Brions, il y a une barrière. Ouais. Et puis après, les chasseurs, en saison de chasse, pourront monter, eux. C'est bon pour les champignons. Et les ayants droit également, ouais, c'est bon, il y en aura peut-être un peu plus pour ceux qui ont la chance de marcher, mais voilà. Et les ayants droit, bien entendu, et on a adopté la même politique sur les 3 communes. Ce que faisait Saint-Gervais déjà, c'est que les ayants droit, ils ont le droit d'aller que entre le tronçon de leur propriété et le chemin. C'est pas ouverture totale, voilà, pour limiter l'accès. Il y a des pièges photos qui ont été posés par l'ONF. On a vu que le chemin dès cet hiver était fortement fréquenté par les piétons en raquette, en ski de rando, même en luge. On a vu des loups, des cerfs, des sangliers, il y a tout ce qu'il faut là-haut, il n'y a pas de problème. C'est clair. Donc, le DAU aussi. Pardon? Le DAU aussi. Pas encore. On verra si on le voit, on vous le fera savoir. Là on était plutôt sur les photos du loup le long de l'arbre qu'on a pu voir. Après, ça pullule ça. Ouais. Donc voilà, mais là-haut des loups, il y en a qui ont été photographiés. Ils pensent qu'il y en a 4 ou 5 différents, Christelle, les loups sur Tête Noire. Sur Tête Noire, oui, on est. Il y a trois loups qui sont sur tout le massif Tête Noire, le Tramont. Il y a 3 familles déjà. C'est ce qu'ils pensent. Et il y a déjà une autorisation de sélectionner. Ah bon? Ouais, c'était fait par les chasseurs. Voilà. Bon, bah oui, c'est avec le lieutenant de Louvretry en général. Voilà. Donc voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, Serge, vas-y. Ah, pardon. Moi, je voulais savoir où on en était au niveau du plan, tout ce qu'on avait discuté en réunion, si vous avez avancé sur le dossier, parce que, voilà un peu, puis après... Ouais. Alors, sur les plans, tu as pu voir qu'on a mis des bacs à fleurs. Ouais. Bon, voilà, donc ça, c'était la chose qu'on avait la possibilité avec ce qui nous restait. Ils n'avaient pas assez pour mettre des bacs à fleurs sur les rambardes au niveau du pont du Nangiblou. Donc, c'est commandé pour l'année prochaine. Ça sera fait. Et puis, pareil, pour le prolongement du cheminement piéton avec le trottoir qui s'arrête. Parce que là, tout le monde se gare là-dessus. Ouais. On est d'accord, mais c'est pareil, il y a des trucs, ça fait 6 mois qu'on a commandé le bois et on n'a toujours pas le bois. Donc, il y a ça. Et puis surtout, ce qu'on a, alors là, il y a des vacances dans nos services techniques, puis comme je le disais tout à l'heure, ils ont tous été sur la brèche pendant un moment là. Mais à la rentrée, donc on avait mis au budget l'étude pour le réaménagement ou l'amélioration de l'avenue de Chamonix de l'Abbaye. Donc on missionnera un bureau d'études avec tout ce qu'on s'est dit l'autre fois au plan, c'est le cahier des charges. Et puis quand eux ils auront mouliné tout ça, on viendra vous le présenter, j'espère, à l'automne, début d'hiver, pour avoir un premier échange. Au moins les trottoirs pour les enfants, tout ça, les piétons. Alors il y a la problématique passage protégé aussi, donc on a bien vu avec Jean, vu qu'il y a des travaux dessus, et on nous a redit par rapport à l'accès de l'école de l'abbaye. Et puis là on a eu cet après-midi, donc on aura une commission d'appel d'offres bientôt, les réponses par rapport au mur anti-bruit qu'on veut faire à l'école de l'abbaye. On va faire un mur anti-bruit parce que pour les enfants c'est vraiment, et les profs c'est insupportable. Et comme le mur qui existe actuellement il n'est pas assez costaud, on n'est pas sûr qu'il supporte, on va être obligé d'en refaire un deuxième. Donc ça dépasse un peu le budget, mais on avait ce qu'il faut en réserve, donc on va partir probablement là-dessus pour attaquer les travaux. Je ne sais plus ce qu'elle m'a dit, automne, normalement on va pouvoir attaquer les travaux à l'automne. Alain il est généreux, il a trouvé ce qu'il fallait.
Je ferai un entretien avec lui, on verra. Alors, mais voilà, en tout cas, mais c'est pour avoir un ensemble. Ne vous inquiétez pas, ça prend toujours un peu de temps, mais l'étude sera lancée avec la base de cahier des charges qu'on a définie, les discussions qu'on a eues. Et quand on aura des plans, on viendra vous les présenter puis discuter autour de ça. Puis regardez avant d'attaquer les travaux. Ouais. Bien sûr. On va déjà regarder les plans, les travaux, ils n'attaqueront pas à la fin de l'année. Non, parce que dans le temps, quand ils ont refait le lycée, ils ont fait des réunions publiques, les travaux étaient finis, il y avait plein de choses qui n'allaient pas. Bon. Mais le lycée, c'est la région, bon, c'est... Ouais, non, mais bon. Il faut... Non mais bon, vous avez remarqué qu'on a l'habitude de venir devant les habitants. Non, mais il faut, c'est très bien, c'est ce qu'il faut faire. Et là, on a fait une réunion spécifique au Plagne par rapport à ça. Bon, puis une petite nouveauté qu'on vous annonce, c'est qu'au Plagne, on va déplacer le bureau de vote. On a peut-être parlé l'autre fois, on va le mettre à l'école de l'abbaye parce qu'on a des problèmes d'accessibilité. C'est compliqué déjà pour se garer, les marches pour les personnes à mobilité réduite, donc on va faire ça plutôt à l'abbaye, voilà, à l'école de l'abbaye. Mais il y a des élections cette année prochaine, donc on a le temps et on communiquera dedans là-dessus. On verra comment ça se passe. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci. Non, c'est bon? C'est bon. Allez, merci. C'est pas la bonne pierre. Ah ouais. Alors, on va... Avant l'ouverture officielle du conseil municipal, on va vous présenter, faire une petite présentation de 10 minutes à peu près concernant le... Pardon, merci Jean. Avant l'ouverture officielle du conseil, Delphine Chatrian, adjointe à la culture et au patrimoine, va vous faire une petite présentation du bilan de la saison culturelle, puis surtout la nouvelle qui est programmée, qui démarrera à la rentrée. Donc on a une petite projection à vous présenter avec les différents spectacles. Et puis surtout déjà de vous donner un petit retour chiffré de tout ce qui est du résultat de cette deuxième saison, mais peut-être la vraie première saison. La première, on venait d'être élus, c'est pas à deux semaines près qu'on fait une saison. En tout cas, un beau succès avec des spectacles de grande qualité, puis le public est au rendez-vous. Donc ça, c'est vraiment très encourageant. C'est pour ça que vous aurez droit à la présentation de la prochaine saison ensuite. Allez Delphine, c'est bon? Oui, bonsoir, Monsieur Cara. Il est aux ordres. Voilà. Donc, pour commencer, un petit rappel des objectifs de ces saisons culturelles au Parc Vie-des-Filles. Alors d'abord, assurer une programmation de spectacles vivants pluridisciplinaires, c'est-à-dire avec une offre de danse, de théâtre, de musique, de magie, etc. Donc on va un peu sur tous les terrains des arts vivants. Développer des actions culturelles, ça veut dire s'adresser et aller auprès des publics qui ne vont pas forcément spontanément au spectacle ou dans une salle de spectacle. Alors, c'est valable pour les jeunes, pour les anciens aussi. On parle de public empêché, donc on va les chercher. Il y a toute une série d'actions qui sont menées pour aller chercher ce public-là et s'adresser à lui. Favoriser la diversité des publics et des moments d'échange et de rencontre avec les artistes, entre les publics et notamment les scolaires et les artistes. C'est un lieu d'apprentissage assez généreux aussi pour les scolaires, très riche en tous les cas. Développer et conforter les partenariats. Alors les partenariats qui sont aussi bien institutionnels que culturels, donc avec les autres espaces culturels et puis toute la partie artistique aussi. Voilà, et je vous donnerai quelques exemples ensuite. Soutenir la création, ça c'est une ligne de conduite qui a été fixée dès le départ et effectivement qui s'est amplement manifestée dans la première réalisation de cette saison culturelle entière, sans Covid, sans contexte sanitaire particulier, sans voilà. Et donc avec un soutien de la création, notamment avec l'accueil d'artistes en résidence, surtout tout au long de l'année. Et puis le soutien des pratiques amateurs. Et bah là, c'est pareil, vous en aurez des exemples parce qu'on reconduit bien sûr
on garde ces objectifs pour la future saison 2023-2024. Donc, je vous donnerai quelques exemples. Alors, retour sur la saison 22-23, en quelques chiffres. Donc, il y a 15 spectacles qui ont été programmés et 25 levées de rideaux. On fait la distinction puisque une compagnie, on peut la faire venir et la faire jouer plusieurs fois, et notamment une fois en séance tout public en soirée, mais aussi l'après-midi exclusivement pour les scolaires, les publics scolaires, lycéens, collégiens et écoles primaires, et même pour les plus petits. Donc il y a eu 6 spectacles en scolaire, mais là vraiment spécifiquement pour les scolaires et pas forcément en tout public aussi, et de tout qui s'adressait à tous les niveaux, donc maternelle, primaire, collège, lycée. C'est un public qui est revenu donc, et qui revient au Parvis des Fives, et avec qui on renoue de vrais partenariats. Donc des accueils en résidence de création artistique, et puis on a proposé aussi des ateliers de pratique artistique et donc des actions pédagogiques et notamment de musique en milieu scolaire. Alors, les résidences artistiques en 22-23, donc je rappelle que la résidence artistique, le principe, c'est d'offrir un temps réduit, un espace de création et puis un soutien matériel et technique, et puis aussi des conseils avisés de professionnels. Donc, nous avons accueilli cette année toutes ces compagnies en résidence, donc Angélique Speliopoulos et Hugo Follet, la compagnie Monsieur K, dans le cadre aussi du Festival des Petits Asticots. Nous avons accueilli de nouveau Mathilde Roussin, qui avait réalisé une résidence lors de en 21-22, voilà. Mathilde Roussin qui est aussi intervenue notamment sur le week-end des 50 ans de la sculpture à Passy, et puis donc il y a des propositions d'ateliers danse qui ont été faites aussi en direction du public du FJEP. Enfin bon, voilà. Donc c'est pas seulement c'est du soutien à la création, mais mêlé aussi à de l'action culturelle pour les habitants de Passy. Pascal Tollet. Alors, on parle de la saison culturelle au Parvis des Fives, mais Pascal Tollet, par exemple, on l'a accueilli en résidence artistique au Centre culturel municipal, au plateau d'Assy, ce qui fait que notamment les enfants de la crèche du plateau d'Assy ont pu bénéficier d'une sortie de résidence, donc un spectacle qui était dédié vraiment à ces enfants de la crèche. Et puis, c'est un spectacle qu'il a proposé déjà en crèche aussi à Chède cette année en sortie de résidence. La compagnie Quilombo, qui a proposé leur spectacle ensuite en tout public, et ils ont rencontré un vif succès et que nous allons accueillir de nouveau cette année. Et puis enfin les Hauts Plateaux, donc avec eux il y a un vrai partenariat. Donc on les a accueillis au cinéma du plateau d'Assy, donc de la même façon. En étant situé au plateau d'Assy, il y a un autre public, et notamment les scolaires du plateau d'Assy, qui se déplacent facilement sans avoir recours au transport. Voilà. Et puis là actuellement, par exemple, la compagnie des Hauts Plateaux, ils sont toute la semaine à Passiflore, donc ils sont en création à Passiflore avec les résidents de Passiflore. Donc c'est pas seulement une résidence artistique, donc il n'y a pas d'échange financier, hein, il y a pas d'échange financier, il y a juste cette mise à disposition et puis cet accompagnement dans la création, de façon à ce que les artistes puissent proposer des spectacles aboutis. Et en contrepartie, ils offrent des représentations aux habitants, et encore une fois, notamment à des publics qu'on dit empêchés, c'est-à-dire qui ne vont pas spontanément, soit qui se déplacent difficilement, soit qui ne vont pas spontanément vers une salle de spectacle, parce qu'ils estiment que, pour différentes raisons. Donc on essaie de braver certaines frontières. Voilà, donc la fréquentation en très bref, en tout public, donc on a accueilli 2140 personnes. En scolaire, 2653. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a des séances qui ont été proposées spécifiquement aux scolaires, et notamment l'Orchestre des Pays de Savoie, par exemple. C'est un spectacle exclusivement pour les scolaires. Il n'y a pas eu de séance tout public. Et voilà, donc ce qui fait un total pour une première saison de 4793 personnes. Voilà.
En termes de provenance, essentiellement le public est passerand et c'est bien, c'est plutôt une réussite puisque c'est le premier public visé, c'est quand même le public des habitants de Passy. Et puis après, il y a un rayonnement dans la vallée, dans la communauté de communes, dans les deux communautés de communes, il y a des échanges qui sont assez qui se crée. Et puis, quelque chose qui n'est pas visible là, qui transparaît pas forcément avec ce diagramme, mais c'est la fidélité qui s'est déjà créée au cours de la première saison, toute première saison. Donc, c'est-à-dire la fidélité, sont des gens, parce qu'on a créé un abonnement aussi, une formule d'abonnement à partir de 3 spectacles. Quel que soit, n'importe quel spectacle, hein, et ça ouvre à un tarif réduit. Et alors déjà les tarifs, donc il y a une politique tarifaire qui est vraiment, on a des tarifs très 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 bas et accessibles à tous. Et ça c'est vraiment aussi une ligne de conduite qui sera préservée et à laquelle on tient. Mais en plus, avec cette formule d'abonnement, on a des tarifs encore plus bas. Et c'est à partir de 3 spectacles, mais on peut aller au-delà. C'est-à-dire qu'on peut même prendre tous les spectacles de la saison et on est dans l'abonnement. Donc, en termes de prix, c'est vraiment très, très avantageux. Et quand je parlais de fidélité, lorsque cette année, donc le 20 juin, nous avons mis en ligne la programmation 23-24 et en 15 jours, on a déjà eu 21 abonnements, c'est-à-dire 121 billets, alors qu'on n'a même pas, la plaquette n'est pas encore sortie. Donc, elle sera distribuée mi-août, normalement, dans les boîtes aux lettres sur Passy, sur la commune de Passy. Donc, c'est plutôt encourageant. Voilà. Et donc, on va persévérer dans cette ligne-là. Et puis, je parlais des partenariats aussi, mais je ne l'ai pas redit, mais c'est vrai que cette programmation culturelle, elle a déjà, dès la première année, elle a obtenu une reconnaissance et une visibilité institutionnelle, et on est soutenu notamment par le conseil départemental de Haute-Savoie et soutenu financièrement, c'est-à-dire qu'on a droit à des subventions généreuses de la part du département. Voilà. Et puis, donc, on peut passer à la présentation de la saison 23-24. Monsieur Carra, est-ce que vous pourriez aller plutôt sur la plaquette en ligne ? Vous avez le lien, normalement, vous aviez le lien dans le mail. Non, c'est pas grave, d'accord, ok. Alors, on va faire comme ça. Donc, alors, ouverture de saison. Alors, c'est pareil. On a essayé de miser aussi sur des moments conviviaux, c'est-à-dire que on ouvre la buvette et on offre la possibilité aux associations de Passy de tenir la buvette les soirs de spectacle. Donc, on a ça leur fait donc les amicales, notamment des amicales d'école et autres associations, ça leur permet de faire une recette dans la soirée. Et puis pour le public, c'est vrai que c'est un moment de convivialité. En général, on ouvre la buvette avant le spectacle et puis après aussi, et il y a des échanges qui sont précieux, qui se déroulent à ces moments-là aussi. Alors on commence, cette saison culturelle, elle est plutôt marquée sous le signe de la musique, même si on reste dans cette dimension pluridisciplinaire, on va vers tous les genres des arts vivants, mais il y a un fil rouge, on va dire, qui est plutôt musical. Et on commence avec un spectacle familial, donc pour tout public, qui mélange musique, humour et magie. Et le 16, une ouverture, donc le 16 septembre à 20h. Et c'est vraiment pour tout public à partir de 5 ans. Voilà. Ensuite, on enchaîne avec Mohamed Abozekri. Donc, c'est un nudiste égyptien qui a une belle notoriété déjà sur la scène internationale. On a la chance de l'accueillir à Passy, vraiment, avec, je vous parlais des tarifs tout à l'heure, en tarif plein, c'est 12 €. Et donc, avec un abonnement, c'est 8 €. Et alors, c'est une spécificité qui confirme aussi les orientations qu'on a prises, c'est-à-dire que ce spectacle, il est fait en partenariat avec le réseau Jazz Contrebande. C'est un réseau franco-suisse
de jazz en fait. Donc c'est tout un réseau de salles qui proposent des moments de jazz et il y a des échanges entre les artistes français, les artistes suisses et puis d'autres artistes internationaux, comme celui qu'on a la chance de recevoir à Passy. Et donc voilà, on est dans une dynamique de réseau. Alors ce qui fait que évidemment comme cette soirée-là, elle est visible dans l'agenda culturel du réseau Jazz Contrebande, donc qui va de Chamonix jusqu'en Suisse. Donc ça offre aussi à Passy une belle visibilité. Et voilà, on est très heureux d'entrer dans ce réseau Jazz Contrebande. Et c'est pas un jazz, on garde alors. On garde des spectacles de qualité, mais c'est pas élitiste en fait. On parle de jazz, parfois ça fait peur, mais là on est dans la musique du monde. On a tort d'avoir peur du jazz, merci Annette. Mais c'est pas, parfois ça peut être, c'est un terme qui peut rebuter certaines personnes. Et on n'a pas besoin d'être initié. Il y a des morceaux, et là on est dans la musique du monde et ça s'adresse vraiment à tout le monde. Et en première partie on aura Julie Campiche, alors pareil, qui a une belle notoriété sur la scène internationale, donc on est vraiment très gâtés. Et ensuite on enchaîne, alors là c'est en partenariat, bien sûr, c'est avec le Festival des Petits Asticots. Donc, c'est un spectacle à destination des plus petits, tout public dès 4 ans. Et donc, c'est un moment musical avec Pascal Parisot et Friends. Alors, Pascal Parisot, c'est pareil, il est très apprécié. Je pense que beaucoup de parents le connaissent. Et il vient à chaque fois avec des artistes de ses amis. Et là, on aura la chance d'accueillir avec lui Charles Berberian, Pascal Colomb, Clou, Alexis HK. Enfin, pour les parents et les enfants, ce sont des noms qui sont assez connus. On enchaîne alors le vendredi 17 novembre, c'est un ballet, et c'est un ballet donc danse et musique bien sûr, et autour de Rodin, et c'est comme on sera toujours en 2023 le 17 novembre, 2023 c'est l'année de la sculpture à Passy. Et on a choisi Rodin, voilà, le sculpteur Rodin, et donc c'est de la danse, musique, mais un petit clin d'œil aussi à l'année de la sculpture à Passy, pour créer de la cohérence aussi. Ensuite, accroche-toi si tu peux. Donc là, c'est du jonglage, de l'humour et du théâtre par la compagnie Les Invendus. Donc là, c'est pour tout public et dès 6 ans. Et je pense qu'on va bien s'amuser. Les critiques sont extrêmement bonnes. Et c'est, voilà. Donc pour tout public. À partir de 6 ans, je l'ai dit. Monsieur Cara, vous avez sauté. Ah oui, oui, parce que l'Orchestre des Pays de Savoie, donc qui revient cette année dans la saison, mais c'est pour les scolaires uniquement. Il n'y a pas de séance publique. À notre grand regret, mais bon, c'est l'Orchestre des Pays de Savoie qui décide en l'occurrence. J'espère qu'on parviendra à leur demander un spectacle en tout public. Alors, on enchaîne le 25 janvier avec La Puce à l'oreille. Donc, c'est un vaudeville qui est très connu. C'est un vaudeville de Feydeau, donc voilà, avec une compagnie c'est la même compagnie qu'on avait accueillie cette année pour l'école des femmes et qui avait rencontré un beau succès. C'est une compagnie qui est qui a beaucoup de peps et qui n'hésite pas à reprendre les classiques dans des mises en scène complètement explosives et très modernes et très agréables et très drôles aussi. Voilà, ils ont beaucoup d'énergie et on est ravis de les recevoir. Donc là, en plein tarif, c'est 15 € et avec un abonnement, c'est 10 €. Voilà. Et puis après, il y a un tarif jeune. Je n'ai pas parlé de tous les tarifs, mais voilà, 8 €. Puis il y a un tarif réduit pour certaines conditions aussi. Alors ensuite, retour. Donc là, c'est un concert avec Sarah McCoy. Donc, pareil, une artiste à grande notoriété sur la scène internationale. Donc c'est pareil, une chance de la faire venir à Passy, au Parvis des Filles. Voilà.
Ensuite, bien au-dessus du silence. Là, c'est une proposition avec, dans le cadre du Printemps des Poètes, donc ce qui permet de faire le lien avec d'autres opérations culturelles qui se déroulent au moment du Printemps des Poètes. Donc c'est une compagnie qui va travailler aussi, qui va proposer des ateliers au lycée, donc en partenariat avec la bibliothèque de Passy, donc et du Parvis des Fils. Enfin, nous mettons ça en place avec les enseignants du lycée et la référente culture du lycée. Et voilà, donc il y aura une séance scolaire. Et puis, petite autre particularité de ce spectacle, eh bien, c'est la compagnie de Violaine Arsac qui est passerande. Voilà. Qui est professionnelle et qui vit à Paris, mais qui est ravie de pouvoir produire son spectacle à Passy pour la première fois. Ensuite, Le Mensonge, donc un spectacle pour tout public dès 6 ans. C'est très familial. C'est de la danse, mais humoristique et théâtralisée. Et voilà, c'est pareil. C'est un spectacle qui devrait plaire, et notamment aux enfants, et enfin vraiment à tout public, avec une belle histoire qui est racontée. Ensuite, Papa. Donc là, on est musique, spectacle musical, humour, et ça se monte. C'est une proposition qui se monte avec l'école de musique de Passy, c'est-à-dire que la compagnie propose aussi des ateliers aux élèves de l'école de musique de Passy, et puis en général, avant le spectacle, eh bien, les élèves qui ont pu travailler avec les artistes peuvent se donner une représentation en public aussi avant les artistes. Voilà. Ensuite, Fugacité. Donc là, c'est un phénomène à voir absolument. Donc qui mélange baroque et culture urbaine. Donc hip-hop, danse hip-hop, slam et musique baroque. Et particularité aussi, comme je parlais de partenariat avec les autres acteurs culturels du territoire aussi, et particularité, en fait, c'est en partenariat avec le Festival Baroque. Et le Festival Baroque, on a l'habitude de voir se dérouler plutôt l'été. Et l'été est plutôt avec une proposition de musique très classique. Et là, le Festival Baroque, en partenariat avec le Parvis des Fils, vient avec cette proposition qui emmène le public du côté de la danse hip-hop, du slam et de la musique baroque, donc pour tout public dès 8 ans. Ensuite, Clairière, donc c'est le spectacle qui a été créé en résidence par Pascal Tollet, et donc là c'est un spectacle c'est un spectacle musical qui est plein de douceur, plein de délicatesse, et qui s'adresse au très jeune public dès 1 an. Et donc c'est une proposition qu'on fera aussi en crèche, comme il l'a fait cette année au cours de cette saison-là. Et puis, voilà, il est temps d'arriver à la fin de saison déjà, et avec lancement en l'air de la compagnie c'est du cirque chorégraphié, et puis Hamlet en théâtre de rue en clôture de saison. Voilà, donc c'est plutôt festif et convivial et amusant pour une belle clôture de saison. Voilà. Quelques informations pratiques, la billetterie et les abonnements, donc vous pouvez y accéder en ligne sur le site de la mairie de Passy. J'ai parlé des abonnements, déjà à partir de 3 spectacles, vous pouvez avoir accès à un tarif abonné après tous les spectacles que vous choisissez. Si vous préférez un accueil physique pour la billetterie, c'est possible à l'Office du tourisme, et puis c'est possible aussi au Parvis des Fils le jeudi de 9h30 à 12h, et les soirs de spectacle sur place. Vous pouvez très bien vous décider, de préférence 1 heure avant le spectacle quand même, pour avoir votre billet sur place. Voilà, j'ai pas parlé. Alors donc là, j'ai parlé des spectacles. J'ai pas parlé des autres propositions de théâtre amateur. Donc il y en aura aussi. Il y a des spectacles, des sorties de résidence et des créations de théâtre amateur qu'on est ravis aussi d'accueillir. Voilà.
Bon, merci Delphine. Bon, vous savez que c'est un programme qui est extrêmement fourni. Les chiffres parlent. Hein. Ça signifie qu'on a créé notre public et que ça correspond bien aux besoins et aux demandes de nos habitants. Et puis surtout des tarifs qui sont attractifs pour des spectacles de qualité. Donc je pense qu'elle vous a fait un peu l'article là-dessus. Voilà, quand on est sur des spectacles à 12-15 euros, c'est dérisoire par rapport à ce qu'on peut voir en billetterie classique. Je ne parle même pas de certaines manifestations sportives. Donc il ne faut pas que le prix soit une barrière. Hein. Donc ça, c'est important. Et puis le lien important avec les écoles. Hein. Il y a une super fréquentation. Et le but aussi, c'est que les enfants donnent envie aussi à leurs parents. On a tous les arts, le jonglage, la danse, la musique, le théâtre. Donc c'est super. Et puis on a une très belle salle. Donc c'est le lieu idéal. Merci Delphine. Donc la distribution de la prochaine saison opérera plutôt fin août, d'après ce que j'ai entendu en distribution. Hein. Donc dans les boîtes à lettres chez tout le monde, puis vous les retrouverez bien entendu aux différents endroits habituels de la commune. Allez, il est 19h42, je déclare la séance du conseil municipal ouverte, à moins que je sois allé trop vite. Non, normalement c'est bon. Donc j'atteste que les envois des convocations et les différents documents relatifs aux conseils municipaux ont été faits dans les règles et le respect de la légalité. Au nom du conseil municipal, donc je voulais exprimer nos condoléances pour les décès parus dans la presse. Donc au mois de juin, Ghislaine Martin, née Levet. Au mois de juillet, Pierina Santucci. Joël de Liancourt, née Tétio. Bernard, Hélène Coulubrier, née Chatron-Collet. Thérèse Burnier, née Soulis, et Monique Chauder, née Grosset-Bourbange. Et puis saluer et féliciter les parents, surtout les mamans, pour les naissances, avec donc encore une fois les naissances qui sont autorisées au niveau de la communication par les parents. Donc au mois de mai, Menzo Christodoloulou Lataste, j'espère que je ne me suis pas trompé, et au mois de juin, Madeleine Schell Moret. Voilà, alors suite aux démissions d'André Pastéris, Alexandre Bonneton, Jocelyne Berwex, on cherche des conseillers municipaux dans la liste et de l'ordre pour les remplacer. Donc on a sollicité et on a eu les réponses négatives d'Hélène Riviera, de Sandra Bergamelli, de Cédrine Parseveau, de Thierry Vera, de Jean-Claude Carrier, de Ludovic Dupéret, de Sylvie Casmarec, de Didier Coutran, de Nadia Pifto, de Laetitia Martinato, de Virginie Loriol et de Laurent Mosca pour le moment. Et on a sollicité donc 3 autres personnes qui n'ont encore pas donné réponse pour le moment. Manon Chenaval, Thomas Soudan et Antar Cheba. Voilà, donc on attend leur retour pour savoir s'ils souhaitent siéger au conseil municipal auprès de leurs collègues. Donc je procéderai à l'appel des élus. Donc Christelle Rébet, Jean Fontaine, Annette Bordon, Alain Roger, Belguine Sétine absente, donc elle donne pouvoir à Christelle. Jean-Yves Demelin absente, donne pouvoir à André Timjot. Delphine. Clément Valentin, Vanessa Tournier donne pouvoir à Annette Bordon, André Timjot, Jean-Pierre Morin, Rémi Klein qui est de l'autre côté en Australie donne pouvoir à Alain Roger, Aurélie Lenavenant, Maurice Sadzo, Céline Sicoli, Romain Bonnet donne pouvoir à Patrick Amadei, Anne-Marie Fontaine, Patrick Amadei, Véronique Vizet qui nous a rejoint, Ludovic Pichon, absent excusé donne pouvoir à Maurice Sadzo, Liliane Duval, Taoufik Douce, Lisa Grosset donne pouvoir à Jean, Ludwig Bianchine, donc il m'a envoyé un message, il est de garde réquisitionné, donc il ne pourra pas être là, donc absent, il n'a pas eu le temps d'envoyer de pouvoir. René Traché-Giquel, Bruno Valentin, donc Manon Chenaval, donc absente, Fabrice Dugerdil, il n'a pas donné de pouvoir, Fabrice ? Il était là hier, c'est dommage. Donc Fabrice Dugerdil absent, Thomas Soudan absent, Antar Cheba absent, Marie-Charlotte Aubry et Jacques Sartelet. Merci. Donc le secrétaire de séance, c'est notre Maurice à nous, Maurice Merckx, ce soir. Tu as pu discuter avec celui qui t'a créé beaucoup de tourments à l'époque. Voilà, donc première délibération. Ça... Première délibération, elle concerne donc l'approbation du conseil municipal du 29 juin. Est-ce qu'il y avait des remarques ? Jacques ? Ah non, pas de remarques, je crois que tu levais la main. T'as le droit, hein ? Non, pas de remarques, pas de correction.
Est-ce qu'il y a des oppositions? Est-ce qu'il y a des abstentions? Eh bien, merci. Voté à l'unanimité. Deuxième délibération, donc il s'agit d'une convention de mutualisation avec le département de la Haute-Savoie. Il se trouve qu'on partage un bâtiment en commun qui a été construit du temps de Gilbert Perrin. Patrick était adjoint à l'époque. Donc le gymnase de Varins, où une partie appartient à la commune, notamment le gymnase, et la partie auditorium appartient au département. Bon, il se trouve qu'on a eu un avis négatif de la commission de sécurité. Ça fait plusieurs années que ça dure, parce qu'en fait, on est 2 occupants, 2 propriétaires, mais eux, ce qu'ils souhaitent, c'est un référent unique de sécurité. Donc, après de plusieurs échanges avec le département, on a trouvé un compromis. Donc, c'est un ERP de type X avec une activité L pour les connaisseurs. Donc, le compromis qu'on a trouvé, c'est d'avoir un référent de sécurité, unique de sécurité, pour être précis, donc russe, qui sera donc cette mission sera exercée par la commune. On a conventionné avec le département, c'est l'objet de cette délibération, elle est annexée à l'ordre du jour. On refacturera une partie des heures effectuées dans cette fonction-là. On a un agent sur place, enfin, on a un roulement. On a un roulement d'agents sur place sur le gymnase, donc pour aller vite et avoir une solution pertinente, c'est ce qu'on a proposé au département qui normalement a dû délibérer hier. Je crois qu'il y avait un conseil au département hier ou cette semaine. Et puis une mise à jambe souffle, effectivement, une mise à niveau de certains éléments de sécurité. Et puis j'ai cru comprendre que le département était favorable à un investissement pour renouveler le matériel audiovisuel à l'intérieur de la salle. C'est une belle salle. Il est vieillissant et voilà, ça sera bien pour tous les utilisateurs. Est-ce qu'il y a des questions? Voilà, c'est un peu... nous, ça nous permet d'avancer quand même parce que ça fait un moment que cette histoire traîne. Est-ce qu'il y a des oppositions? Est-ce qu'il y a des abstentions? Merci, voté à l'unanimité. Délibération numéro 3. Les 4, bon, je vais les faire. Non, 3, 4, c'est Jean pour les admissions en non-valeur. Voilà. Alors, je vous présente 2 délibérations qui sont relativement similaires pour le budget eau et pour le budget assainissement. Ce sont des délibérations classiques. Les services de la trésorerie nous glissent régulièrement chaque année. Et il s'agit de délibérer sur l'annulation de titres eau pour la première et pour des divers comment ça s'appelle, non-admission pour l'année 1995 à 2014. Bon, c'est toujours comme ça, c'est toujours avec énormément d'années de retard. Il y en a 70 de mémoire qui sont à classer dans cette catégorie, et le total pour une somme de 7 313 €. Donc, la trésorerie de Saint-Gervais nous demande de l'inscrire dans les non-valeurs et de façon à clôturer ces comptes-là. Voilà. Bon, ils accélèrent un petit peu le mouvement en ce moment. C'est par rapport aussi au passage à la M57 dans les collectivités. Ils essayent un peu partout de rattraper le retard dans les services de trésorerie. Ça sera le même problème avec des sommes différentes pour la délibération suivante. Des questions? Bon, donc, qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Donc, même genre de délibération au sujet du budget assainissement, donc, sauf que c'est pour des années, l'annulation de titres sur les années 2011 et jusqu'à 2013, avec donc une admission en non-valeur de 1012 €, je vous passe les centimes. Donc, même problème, donc il faut régulariser les écritures. Donc, des questions, des contre, des abstentions. Unanimité, merci. Merci Jean. On est toujours dans les régularisations et là c'est lié à la nouvelle norme comptable M57 pour les portails. Jean, Alain, pardon. Oui. Donc c'est une régularisation d'une opération assez ancienne puisque la commune était propriétaire d'un bâtiment dit des Portels qu'elle a donné
à l'OPAC par bail emphytéotique pour une durée de 55 ans. Sauf que comptablement, il y avait des amortissements qui étaient encore en cours et qu'il fallait il faut que le plan d'amortissement soit soldé. Et ça, comme l'a déjà indiqué Jean, c'est dans le cadre des régularisations au passage de la nouvelle norme comptable M57. Donc cette opération se fait sans impact budgétaire, mais il faut que le conseil municipal donne l'autorisation à la trésorerie de Saint-Gervais d'opérer ces opérations de régularisation. Avez-vous des questions? Sinon, on passe au vote. Est-ce qu'il y a des contre, des abstentions? Adopté à l'unanimité. Merci. Merci Alain. Délibération suivante, assiette des coupes de bois. En fin communal, on a parlé un peu ce matin avec les associations environnementales qu'on a reçues pour leur expliquer, présenter le projet de la chaufferie collective. Et puis on a parlé de la gestion du bois. C'était important. C'est ça. Donc moi, c'est une délibération qu'on passe tous les ans. Donc ça va concerner l'assiette des coupes des forêts communales 2024. Donc en fait, on prévoit les coupes qui vont être faites à l'automne, donc en octobre 2024. Donc ça concerne en fait 4 parcelles, 48, 50, 51 et 52, donc qui sont des parcelles qui sont situées sur Tête-Noire. Et cette fois-ci, cette année, je vous rappelle, on coupe au niveau des Brions. Là, on est au niveau de Montcoutan, en fait, donc un petit peu plus haut. Donc, et on retire en fait des coupes. Donc ça, c'est les parcelles 48, 50, 51, 52 étaient des parcelles qui auraient dû être coupées beaucoup plus tôt, mais on attendait effectivement la route forestière pour pouvoir le faire. Et la parcelle 22, elle, par contre, qui est au niveau de Pracoutan, est enlevée du programme de coupe parce qu'il n'y a pas eu suffisamment de croissance au niveau des arbres, donc économiquement, c'est pas valable. Voilà. Donc on retire, donc on estime un volume total à l'époque où le plan de gestion a été fait de 1753 mètres cubes. Comme on a le réchauffement climatique, la croissance des arbres se fait un peu plus difficilement, puis c'était une estimation, on est plutôt maintenant au niveau de 1450 mètres cubes. Voilà. Donc voilà, est-ce qu'il y a des questions sur cette... Non. Donc est-ce qu'il y a des contre, des abstentions? À l'unanimité, merci. Peut-être une précision sur le prix de vente à 70 €? Oui, c'est un prix moyen. En fait, les bois de qualité B et C, qualité B se vendent plutôt aux alentours de 105, 110 € le mètre cube. Le bois de qualité C se vend aux alentours de 85, 90. Et après, effectivement, il y a le bois C qui est un bois de qualité plus palette pour faire de la palette et des coffrages. Donc là, on est un peu en dessous. Donc là, c'est 70, c'est un prix moyen, en fait. En sachant que les années d'avant, on a plutôt eu des bonnes surprises et une recette un peu plus peut-être dire supérieure. qu'on a eu des propositions aussi. Et on a eu des propositions pour faire un approvisionnement. Donc, on a une série qui se propose de nous acheter la totalité de nos bois, donc sur au moins déjà cette année, et après on va voir comment ça se passe pour les années suivantes, en augmentant le prix de 5 € en fait. Donc, il y a 100, donc eux, c'est sans limite de volume. Donc, ils nous achèteraient tous nos bois et nous, on s'engage à leur vendre la totalité des bois. Voilà. Donc, ça veut dire quand même que la qualité du bois de Passy est bonne et qu'ils le savent. Et puis peut-être préciser que le bois qui est prélevé dans les forêts, c'est du bois en priorité du bois d'œuvre. Et ce que l'on utilise pour les chaufferies collectives, notamment, c'est du bois du sous-produit. On ne coupe pas les forêts pour faire que du bois de chauffage, pas sur les forêts communales. Pas du tout sur les forêts communales. D'abord, on travaille absolument pas en coupe rase, on coupe vraiment en trouée. Donc, on crée des clairières en fait au niveau des parcelles. Et effectivement, le jour où on fera de la plaquette, donc on utilise les branches et les houppiers en fait, mais en aucun cas on ira couper du bois spécialement pour faire du bois de chauffage, sauf le bois scolité. Donc cette année, en octobre, donc les coupes qui ont lieu sur les Brions, on en profite pour essayer de sortir un maximum de bois qui se situe sur toute Tête-Noire. Donc c'est tous les bois secs que vous voyez. Donc effectivement, là on a une grosse partie du bois qui partira probablement en plaquettes chauffage. Là on est vraiment sur
Sur les bois secs que vous voyez, les insectes sont partis depuis longtemps. Donc, ce n'est pas du tout pour limiter la propagation du scolite, mais c'est bien parce qu'on a des bois qui sont susceptibles de casser, de se briser, et on est au-dessus de l'autoroute notamment. Donc, on a un risque. C'est vraiment la sécurité. Il y a 2 ans. Oui, c'est il y a 2 ans. C'est en mars 2021. On a un tronc qui est parti du milieu de Tête Noire à peu près. Comme il était très sec, tout s'était branché. C'est vraiment un obus qui est parti et il s'est retrouvé sur la route blanche. Il a traversé tous les systèmes de sécurité. Il y avait, heureusement, c'était mars 2021, les stations de ski étaient fermées et on a eu juste une voiture qui a eu le temps de s'arrêter juste avant. Voilà. Donc là, on a à peu près entre 600 et 1000 mètres cubes qui devraient être sortis cet automne. Donc pareil, on attendait la route forestière pour pouvoir le faire correctement. Merci Christelle. Voilà. Et la suivante, c'est pour moi aussi. Vas-y. Donc la suivante, c'est un complément donc, de coupe de bois pour 2023. Et ça concerne la parcelle 19, qui est la coupe d'emprise du télésiège. Donc là, on a pour 143 mètres cubes donc, de coupe. Est-ce qu'il y a des questions concernant cette coupe? Donc, est-ce qu'il y a des comptes, des abstentions? Merci. Merci Christelle. Allez, c'est au tour de Jean, là, concernant une demande de subvention pour les archives. Alors, celle-ci, travaux. Donc, vous savez que depuis notre arrivée, on a positionné du personnel sur le classement d'archives. Le personnel a donné satisfaction et donc on arrive à une étape où il faut mettre en pratique tout l'archivage pour qu'il soit utilisable à l'avenir. Donc il y a des archives de grande valeur. Donc on a dédié un local sous la mairie annexe pour ces archives. Et puis, donc, il faut, ce sont des locaux qu'il faut ventiler. Donc, on demande, l'objet de la délibération, c'est de demander une subvention au département pour avoir un système de ventilation adéquat dans ce local. C'est des travaux qui s'élèvent à un peu moins de 5 000 € hors taxe. Donc, on en demande 50% au département, donc soit de pratiquement 2 500 €. Y a-t-il des questions? Donc, y a-t-il des contre? Des abstentions? Merci, unanimité. Merci Jean. Délibération numéro 9, on passe à l'aménagement du territoire, donc une délibération vraiment importante concernant donc le renoncement de la commune à la clause acquisitive des baux des bâtiments commerciaux de pleine joue. Alors, ça a des termes un peu barbares, c'est du droit, mais c'est important qu'on vous explique. Alors, c'est détaillé dans la délibération. Hein. On a souhaité quelque chose de plus synthétique possible, mais qui soit explicite. Donc, au niveau de pleine joue, les chalets avec les bâtiments commerciaux que vous connaissez résultent d'une décision des années 80, le 15 décembre 1982, où on a acté le fait de lancer des baux à construire. Donc, des baux à construire. Il s'agissait pour la collectivité et la commune à l'époque de mettre des terrains à disposition et de demander à des acteurs privés de construire les bâtiments à leurs frais. En échange, ces terrains mis à disposition d'un bail donc assez long qui se termine en 2037. Et à l'issue de ce bail, la commune deviendrait propriétaire de la totalité, c'est-à-dire des terrains et des bâtiments. C'est le principe du bail à construire. Ça se fait dans pas mal de domaines. C'est mappé aujourd'hui à l'échelle du PLU. Le PLU, il y a une zone spécifique qui a été faite lors du vote du PLU en 2019, avec un STECAL, qui est un secteur de taille limitée, de capacité limitée, bien défini. Il y en a plusieurs sur la commune. On ne peut pas faire d'immobilier sur pleine joue. C'est pas possible. Le classement ne l'autorise pas, de même que tout ce qui est risque. Donc, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus, ça demeurera tel quel. Comme je vous disais, ces baux, ils se terminent en 2037. Donc, à partir de 2037, la commune deviendrait propriétaire de la totalité. On a été sollicité par les amphithéotes, donc les occupants de ces bâtiments, comme ils l'ont fait sous toutes les mandatures. On a découvert ça, les mandatures récentes, où ils avaient sollicité la commune pour devenir propriétaire de la totalité des biens. Alors, comme je disais, ils sont propriétaires du bâti, déjà, mais ils souhaitaient être propriétaires
du terrain, mais surtout de mettre fin au bail, aux différents baux, en 2037, pour être propriétaire de la totalité en nom propre. Donc, suite à cette demande des 4 occupants, on a diligenté, on a fait travailler les services de l'État, les services fiscaux, pour avoir une évaluation de ces biens. Alors c'est compliqué parce qu'il y a des commerces, donc il a fallu quand même explorer un peu les arcanes du montage juridique avec les notaires, je vais parler de la redevance, avec les notaires bien entendu, le fonds de commerce qui appartient aux commerçants et pas à la commune. C'est une question qu'on s'est posée, il a fallu solliciter les notaires, mais c'est très clair. Les fonds de commerce, donc la clientèle appartient aux commerçants et c'est logique. Donc en contrepartie de ces baux, les commerces reversent 3% de leur chiffre d'affaires à la collectivité. Donc on vous a mis dans la délibération un petit tableau de synthèse qui vous montre sur les 9-10 dernières années le montant des redevances cumulées que cela donne. Donc vous voyez, c'est relativement faible. Ça va de 10 000 euros à 2014. On n'est pas remonté plus loin parce qu'après, il aurait fallu actualiser les prix en fonction de l'évolution des prix. Ça fait des calculs d'indices, c'était peut-être quand même pas tout à fait aisé. Donc là, on a un recul. Vous voyez qu'il n'y a pas de grosses variations, à part les dernières années où effectivement la politique commerciale de la station a généré un peu plus de passages. On voit que même pendant... alors là, il faut voir par rapport à eux, ils sont en année calendaire ou pas? Ou en saison? Je ne me rappelle pas. Non, ils doivent être du 1er janvier au 31 décembre. Ils doivent être en calendaire. Donc on voit qu'il y a quand même une hausse importante sur l'hiver 2022. 2023 n'est pas terminé, donc le chiffre n'est pas complet de mémoire. Donc grosso modo, sur les redevances moyennes sur les 9-10 dernières années, ça génère une recette moyenne de 17 247 euros pour la commune, indexée sur le chiffre d'affaires. Donc on a fait le calcul pour voir, par rapport à l'évaluation des domaines, à la vente des bâtiments, combien de temps, combien d'années il faudrait attendre pour avoir générer le même produit, les mêmes recettes. Donc c'est le chiffre qu'on a mis dedans. Il faut attendre 93 ans,4 de mémoire à ce rythme de redevance. Donc c'est pour illustrer que les redevances, elles sont quand même relativement faibles en termes d'intérêt financier pour la commune. L'intérêt commercial, il est flagrant. C'est clair qu'aujourd'hui, Plaine-Joux fonctionne bien. Été-hiver, c'est une chance. C'est aussi pour cette raison qu'on a envie de donner un coup d'accélérateur à la station. Il faut aussi comprendre que les occupants et les propriétaires ont envie d'être propriétaires en plein des biens et puis surtout de les améliorer, de les entretenir. Parce que ce qu'il faut aussi anticiper, c'est qu'en 2037, si la commune conservait les biens, il faudra les réhabiliter. Donc là, c'est des travaux de rénovation énergétique, de mise aux normes qui sont relativement importants et qui seront à la charge de la commune. Voilà. Donc ça fait quand même partie de la réflexion et de la décision. Donc on a en plus des services des domaines, donc on a fait évaluer 2 fois par France Domaine à plus d'1 an d'intervalle. On a demandé à une agence immobilière indépendante de nous donner son avis sur ces biens. Donc on est retombé quasiment sur les mêmes valeurs. Je regarde Alain et André à quelque chose près. Et puis on a bien entendu fait faire un diagnostic de performance énergétique par rapport à la qualité du bâti. On a fait métrer et borner tout ça, parce qu'aujourd'hui c'était une seule et même copropriété. Donc on a les chiffres qui ont été donnés par les domaines. Donc l'estimation des domaines, et ce n'est pas le prix auquel on va vendre, comme vous allez le voir. On va le vendre plus cher. Donc le bâtiment occupé par Skimium, aujourd'hui c'est 437 000 euros. Le bâtiment Aérofis qui est à côté, à 304 000 euros. Le chalet Lily qui est derrière, 304 000 euros. Et le bâtiment La Bergerie, 267 000 euros. Donc ça, c'est les évaluations des domaines. Donc nous, on a une marge de manœuvre par rapport à ce prix plancher. Donc on a souhaité monter au maximum de ce qui était possible. Donc ce qui donne un prix de vente pour le bâtiment OS Skimium, donc Skifis, 525 000 euros. Pour le bâtiment Aérofis, on passe de 304 à 370 000 euros. Pareil pour le chalet Lily, de 304 à 370 000 euros. Et pour la bergerie, on passe de 267 à 350 000 euros. Voilà. Donc, concernant les terrasses, aujourd'hui, les bâtiments, c'est une chose, mais les terrasses, notamment pour les restaurants, sont occupées et appartiennent à la commune. Donc, on reste propriétaire, c'est le choix que l'on fait. On reste propriétaire des terrasses et des terrains attenants. Et la vente que l'on propose, c'est l'emprise du bâtiment et au droit des débords de toit, pour
qu'ils puissent circuler autour de leur bâtiment et faire des aménagements si nécessaire. Donc en tout cas, la commune conserve les terrasses, moyennant redevance d'occupation du domaine public, comme c'est le cas pour les commerces sur le bas de vallée et le milieu de coteau. Là, pour un montant, donc on avait fait 2 tarifs à l'époque, un tarif vallée et un tarif altitude, en pensant notamment à ce qui se passe à Flaine. Donc là, pour le moment, le tarif est fixé à 30 € le mètre carré. C'est un tarif qui évoluera dans le temps, pas de manière forcément démesurée, mais il y aura probablement une évolution dans le temps, mais en tout cas pas dans l'immédiat. Donc 30 € le mètre carré en termes de redevance pour les terrasses. Donc suite à l'offre qu'on a faite en réponse à la demande des amphithéâtres, 2 amphithéâtres sur 3 ont manifesté leur souhait de devenir acquéreurs, et donc ce qui implique que la commune renonce à devenir entièrement propriétaire à l'issue des baux en 2037, donc au prix qu'on a fixé. Donc il s'agit de Ski Newfies et donc d'Aerofies, pour un même opérateur pour les 2 bâtiments, et de Keralo pour la société qui gère aujourd'hui la bergerie. Donc la réponse pour le moment qu'on a est plutôt négative pour le chalet Lily. Bon, la discussion reste ouverte, elle peut évoluer dans le temps, en sachant qu'au fur et à mesure où on se rapproche de l'échéance des baux, la part communale augmente. Voilà. Donc ça sera moins intéressant pour eux d'acheter dans 5 ans, parce qu'en termes d'amortissement, il y aura une plus-value par rapport à aujourd'hui. Voilà. J'espère avoir été clair et synthétique. Est-ce que André veut compléter? Ou Alain, bien entendu. Il faut qu'il soit... Voilà, c'est bon. Oui, les commerçants ont fait cette demande parce qu'ils ont besoin d'investir pour répondre à la clientèle, et que, évidemment, ils n'investiront, parce que ces investissements sont quand même importants, ils n'investiront que s'ils sont propriétaires en totalité. Et c'est dans ce sens-là que nous avons pensé répondre favorablement, parce que nous pensons que cet investissement est souhaitable. Merci André. Alain, tu veux compléter? Oui, juste un point complémentaire. Dans le cas des estimations, nous avons fait faire aussi un diagnostic énergétique de ces bâtiments. Et chacun sait que la réglementation a évolué disons récemment, avec des dates butoirs qui, pour ce qui est considéré comme des passoires thermiques, et ces bâtiments rentrent dans cette catégorie-là, des contraintes qui vont s'imposer aux propriétaires quand ils voudront vendre ou louer. Donc on sait que à terme, si on arrive au bout du bail des baux à construire, eh ben la commune récupérera en pleine propriété les bâtiments, mais aura aussi la charge de toute la rénovation énergétique de ces bâtiments. Donc, comme vient de l'indiquer André, les occupants actuels, les amphithéâtres sont aujourd'hui disposés à investir. Je pense que tout le monde y est gagnant à terme. Et également la clientèle, comme l'a précisé André, c'est important aussi de rénover, d'améliorer l'outil de travail. Il y a des extensions possibles dans la limite du PLU, donc c'est pas figé, mais bon, je pense que c'est important. Certains bâtiments sont quand même un peu vieillots, et certains commerçants nous ont dit, ils étaient un peu réticents à faire des travaux sans savoir ce que ça allait devenir, ce qui peut s'entendre. Donc, comme vous l'avez vu, les recettes pour la commune sont relativement faibles. Pour vous, à titre indicatif, une buvette comme la buvette des Criques, l'année dernière, ça nous a rapporté 42 000 €, 43 000 € par variable et variable fixe. 48. Voilà, donc une seule buvette. Je ne prendrai pas l'exemple du camping de l'Écureuil, où ça a été extrêmement mal négocié sous le précédent mandat, où c'est plafonné à 55 000 € pour la totalité du bien, et camping, 60. Et le camping et le restaurant, ça devrait être le prix que pour le restaurant. Mais ça, malheureusement, on est engagé sur du long terme sur celui-ci, on ne pourra pas revenir en arrière. Donc l'objectif quand même, c'est que la commune, elle ait des recettes. L'objectif, c'est que pour la clientèle, l'outil et puis le cadre de ces commerces soit accueillant. Donc je pense que c'est une offre qui est quand même plutôt intéressante pour les deux parties. Donc
pour le moment, comme je vous disais, il y a une réponse négative d'un seul amphithéâtre. Donc, est-ce qu'il y a des questions, en fait, d'ailleurs? Pas de questions? Marie-Charlotte, dans l'équipe? Bon, on a longuement débattu, ça fait 1 an et demi qu'on est sur le sujet, avec entre les expertises, les géomètres, le diagnostic énergétique, et puis de dépatouiller ça au niveau quand même des actes notariés, des servitudes. Changement de destination avec le STECA. Ouais, donc ouais, tu as raison. J'ai parlé de logement tout à l'heure, mais il faut savoir que ces bâtiments-là, ils peuvent pas changer de destination. On pourra pas dire, bah tiens, on achète le resto là, puis demain on fait un appartement. Hein. Impossible. Comme d'ailleurs l'ensemble des commerces identifiés sur le PLU au niveau de la commune, dont certains au plateau d'Assy. Il y en a qui sont prêts à aller au contentieux avec nous. On ira au contentieux, c'est-à-dire au tribunal, hein, s'il y a non-respect du PLU. Voilà. Donc on a déjà annoncé la couleur. Des fois, c'est bien de rappeler les règles. Il y a certaines velléités. Donc sur le PLU, les commerces sont pastillés bleus de mémoire. Donc il n'est pas question de changer de destination. De même que pour les hôtels, hein, on sait qu'on a des hôtels vieillissants sur le plateau d'Assy. On est OK pour qu'il y ait des ventes, bien entendu, mais il faut que ça reste à destination logement touristique. Ça, c'est très important. Voilà. Pas de questions? Bon, écoutez, ça veut dire qu'on a été assez clair. Je vous remercie. Donc, je vous demande d'approuver la cession du lot 1, donc le chalet Skimium appartenant à la SARL Skifis Newfies Sport, représenté par M. Thierry Emmanuel au prix de 525 000 euros. TTC, approuver la cession du lot 2, chalet Aérofis appartenant à la SARL Skifis Newfies Sport, représenté par le même M. Thierry Emmanuel au prix de 370 000 euros TTC. D'approuver la cession du lot 4, le chalet La Bergerie appartenant à la SARL Keralo, représenté par Madame Allo Lynn au prix de 350 000 euros TTC, d'approuver la scission de copropriété établie au terme d'un acte reçu par le maître d'Almet, notaire à Salanches, le 23 août 1984. Il y en a plein qui n'étaient pas nés autour de la table. Dont une copie authentique a été publiée au bureau des hypothèques de Bonneville le 2 octobre et le 21 octobre 1984. Volume 6791, numéro 16, de dire que les frais d'acte notariés seront à la charge de l'acquéreur concernant les cessions des chalets, t'étais né toi en 84, hein, à la charge de la commune concernant la scission de copropriété, de désigner Maître Pétula à Salanches pour la rédaction des actes authentiques. Est-ce qu'il y a des oppositions? Est-ce qu'il y a des abstentions? Votez à l'unanimité, je vous remercie. Alain, cession de la maison forestière, encore des recettes pour la commune. Voilà. Donc, Pardon. Oui. Merci pour le rappel à l'ordre. Donc, la commune a décidé de se séparer de ce bien immobilier parce qu'il n'avait pas d'intérêt aussi bien pour loger du personnel communal. Et à un certain temps, il avait permis de loger du personnel de l'ONF. Hein, mais depuis qu'il avait été libéré, il avait servi, entre guillemets, de secours pour un cas social, dans le cadre d'une rénovation de la fruitière ici au chef-lieu. Donc depuis qu'il a été libéré, il a été complètement libéré, on l'a fait estimer et il a été mis sur le marché immobilier. Donc l'estimation des domaines était à 245 000 euros. Compte tenu que ce bâtiment a une surface aujourd'hui habitable de 72,35 mètres carrés sur une parcelle, enfin sur 3 parcelles qui totalisent au total 330 mètres carrés, c'est, autant vous dire, c'est un petit bien sur un petit terrain et qui est en bord de route départementale, la RD 13, sur la route de Servoz. Donc il n'a pas vraiment on n'a pas eu tellement de candidats, on peut le dire, hein, et on a trouvé quelqu'un qui est intéressé et qui a donné son accord pour un prix de cession qui est légèrement supérieur au prix d'estimation des domaines, à 249 000 euros. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur le sujet?
S'il n'y a pas de questions. Donc... Sur le plan, on voit la baie d'Hyères, tu l'as précisé? Oui, non, je ne l'ai pas précisé, mais tu peux. Donc elle ne fait pas partie du... On l'a enlevé. Il y a un petit ruisseau qui ne fait pas partie de la vente. On conserve bien entendu la propriété de cette partie-là. Donc on peut passer au vote. Est-ce qu'il y a des contre, des abstentions? Adopté à l'unanimité. Merci. Merci Alain. Oui, c'est vrai qu'on s'attendait à avoir plus de candidats sur ce bien-là. Bon, là, les conditions de crédit se resserrent bien. Et puis là, normalement, la Banque Centrale Européenne a dû encore annoncer aujourd'hui une hausse pour changer. Donc là, on est passé de taux négatif à de moins 0,5%. On doit être à 3,75. Là, on a repris 25 points de base. Donc c'est sûr qu'en termes d'investissement, ça freine un petit peu. Bon. Merci Alain. Alors, délibération suivante, elle est pour Jean Fontaine concernant le Clos des Bois, pour les servitudes. Il s'agit d'une délibération nous arrivant du service des eaux. Le Clos du Bouan, pour ceux qui ont du mal à situer, c'est le secteur entre le chemin de la Tour, le haut de chemin de la Tour, avec le sommet des Touvières, pour vous situer le lieu. Et dans ce secteur-là, nous avions une canalisation d'eau potable qui alimentait tout le haut des bâtiments des Touvières et tout le quartier du haut des camions des Touvières. Donc cette canalisation étant vieillissante, il faut se poser la question, donc la changer. Il nous faut, pour la changer, donc comme on démonte et on enlève la vieille et on la reconstruit à côté, faire une convention de servitude avec 3 propriétaires, dont je tairai les noms en public, 51 mètres sur la première parcelle, 18 mètres et quelques sur la deuxième, et pratiquement 96 mètres sur la troisième parcelle. Donc, dans le document joint, vous avez le tracé et les parcelles concernées. Voilà. Donc, c'est un endroit qui est relativement difficile d'accès à l'eau, parce qu'on ne peut pas arriver par les Touvières. On est obligé de maintenir cette trajectoire-là. Soit parce qu'il n'y a rien de très compliqué, mais enfin, l'eau, elle descend toujours, elle ne remonte pas. Donc, on est obligé de passer par là. On ne peut pas arriver du bas de l'Ugine. Voilà. Donc, y a-t-il des questions sur cette convention de servitude? Delphine te remercie pour cette nouvelle figure de style. Voilà. Non, mais c'est... Elle a sorti son carnet. Je ne voulais pas être quelqu'un qui croit à la mouche. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Il y a des questions? Alors, donc, on passe au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Merci Jean. Allez, délibération numéro 12 pour Clément, qui prend la suite de Jean-Yves. Ouais, c'est bon. C'est bon. Donc cette délibération concerne une modification de l'ancienne délibération portant sur la création d'emplois non permanents dans le cadre d'un besoin lié à l'accroissement saisonnier. Donc par rapport à cette délibération, on a 4 emplois d'agents en charge de l'entretien de la base loisirs qui ont été créés du 15 mai au 31 août, ainsi que 2 emplois de maître nageur pour la piscine municipale pour la période du 1er juillet au 31 août. Donc la volonté aujourd'hui, c'est de prolonger la période de recrutement donc des 4 emplois saisonniers pour l'entretien de la base de loisirs jusqu'au 15 septembre et pour les maîtres nageurs jusqu'au 31 octobre 2023 parce qu'on a un départ fin août de notre responsable des activités sportives. Donc du coup, c'est cette volonté-là. Donc on est invité à voter. Du coup, est-ce qu'il y a des contre? Est-ce qu'il y a des questions d'abord? Tout bon? Non, bah, c'est tombé bien alors. Des contre? Non plus. Pas. Des abstentions? Donc voter à l'unanimité. Merci. Merci Clément. Attention, parce qu'après, vous nous dire qu'on n'a pas le droit de poser des questions. Allez, Liliane, s'il te plaît, la délibération numéro 13. Tiens, mets le micro, s'il te plaît. Tiens, Bruno, mets-lui le micro, s'il te plaît. Non, il est allumé, là. Vous m'entendez? C'est une modification d'un emploi permanent de responsable de la structure Passipti Service Petite Enfance. Par délibération numéro 2023-142 en date du 29 juin 2023,
Un poste de responsable de structure petite enfance a été créé afin de favoriser un recrutement dans le cadre d'un départ en disponibilité, précédé d'une période d'arrêt maladie d'un agent occupant un poste. Ce poste a été ouvert uniquement au cadre d'emploi des éducateurs jeunes enfants et infirmières territoriaux. Afin de favoriser le recrutement, il apparaît nécessaire de l'ouvrir également au cadre d'emploi des infirmières puéricultrices. Il est rappelé qu'il ne s'agit pas d'un nouvel emploi. L'emploi d'origine fera l'objet d'une suppression dès lors que l'agent sera en position de disponibilité. Il convient de supprimer le poste de responsable de structure petite enfance ouvert par délibération 2023-142 en date du 29 juin 2023 à temps complet au cadre d'emploi des éducateurs de jeunes enfants et infirmiers territoriaux et de créer le poste de responsable de structure petite enfance ouvert à temps complet au cadre d'emploi des éducateurs de jeunes enfants, infirmiers et infirmières puéricultrices territoriaux. Est-ce qu'il y a des questions? Merci Liliane. Est-ce qu'il y a des questions? Non, pas de questions, hein, c'est du courant. Oui. Et tu peux mettre au vote. Qui est-ce qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, pardon. Attends, on a tous peur. Merci Liliane. Allez, donc là on était... c'est à mon tour. Ouais, donc la délibération numéro 14. Donc elle concerne 6 postes donc, suite à la promotion interne d'agents de la collectivité. Donc c'est des promotions internes donc, qui sont bien entendu réalisées avec le centre de gestion de la Haute-Savoie. Il y a des quotas de poste, je ne vais pas rentrer dans le détail. En tout cas, c'est rare d'avoir autant de promotions à l'intérieur d'une seule commune. Parce que le centre de gestion gère l'ensemble des collectivités de Haute-Savoie. Donc, on vous propose de créer 6 postes et on supprimera les anciens postes par ailleurs. Donc, un poste de directrice du service population ouvert à temps complet au grade d'attaché. Donc, ça veut dire que la responsable a eu la promotion et au grade d'attaché. Un poste de responsable paix au sein du service ressources humaines ouvert à temps complet au grade de rédacteur. Un poste d'assistant de gestion administrative au sein du service eau et assainissement ouvert à temps complet au grade de rédacteur également. 2 postes, c'est des rédactrices au passage, 2 postes de fontainier au sein du service eau et assainissement ouvert à temps complet au grade d'agent de maîtrise et un poste d'agent d'entretien des espaces verts qu'on connaît bien, ouvert à temps complet au grade d'agent de maîtrise. Donc on vous propose de voter pour la modification du tableau des emplois qui prendra effet à partir du 1er septembre. Et bien sûr de préciser que les crédits inhérents au nouveau grade sont prévus au budget. Vas-y, tu peux. Oui, je peux. Moi, oui, tu l'as dit, c'est un peu exceptionnel d'avoir autant de postes. Et je crois qu'on peut féliciter le service RH de la commune pour le montage des dossiers et leur qualité qui permet aussi d'obtenir ces résultats. Ouais, c'est un gros travail de collecte d'informations et surtout de répondre aux critères du centre de gestion, c'est vrai, tu as raison. Et puis surtout féliciter les agents qui ont obtenu cette promotion, parce que c'est d'abord et avant tout par rapport à leur qualité et leur dossier qu'ils sont parvenus à ce nouveau grade. Et c'est anonymisé, ouais, effectivement. Anonymisé, c'est ça que vous voulez dire? Oui. Anonymisé. Clément, la 15. Ah ouais, j'ai pas fait voter là. Est-ce qu'il y a des oppositions? Est-ce qu'il y a des abstentions? Votez à l'unanimité. Merci et félicitations à nos agents. Donc la 15 dans la suite, il s'agit de la création d'un emploi permanent d'assistant d'éducation au sein du service éducation jeunesse. Donc il y a dans le cas d'une mobilité interne qui est justifiée pour raison de service, donc il est proposé de créer un nouvel emploi permanent à temps complet d'assistant d'éducation ouvert au cadre d'emploi des adjoints techniques territoriaux, des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions. Donc est-ce qu'il y a des contre, des abstentions? Rien, tout va bien. Donc à l'unanimité, merci. Merci, tout va bien, c'est bientôt les vacances. Allez Alain, la dernière délib. La dernière délib. C'est une demande d'autorisation à la Caisse d'allocation familiale pour l'achat d'un nouveau store ban motorisé pour la micro-crèche des Éterlous. Au mois de juin, il y a eu
il y a un gros coup de vent sur un orage, et puis, disons que le store était ouvert et n'a pas eu le temps de le refermer et qu'il a été arraché. Donc, on va le remplacer rapidement, mais la CAF peut nous aider dans le financement à hauteur de 20%. Ce qui représenterait une subvention de 1 627,44 €, sachant que ce nouveau store sera doté d'un détecteur de vent qui le refermera automatiquement. Voilà, je tiens à le préciser. Voilà. Donc, vous êtes invité à voter pour approuver cette demande de subvention à la CAF. Est-ce qu'il y a des questions complémentaires? Non. Mais on passe au vote. Est-ce qu'il y a des contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité. Merci. Merci Alain. Alors, c'était la dernière délibération. L'ordre du jour est épuisé. Est-ce qu'on n'a pas de questions du groupe d'opposition? Participation. Je vais vous lire les décisions du maire. Donc, 69-23, acquisition d'une bailleuse aspiratrice d'occasion de 6 mètres cubes. Donc, on a enfin trouvé notre bonheur. Marché conclu avec la société Service Assistance, Maintenance, Location SML à Grigny pour un montant de 130 000 €. Elle sera livrée à l'automne. Ouais, livrée en octobre. C'est important que nos agents aillent sur place pour voir que ce soit le bon produit, parce que la précédente qui avait été identifiée, c'était pas du tout adapté au territoire. Ouais. Elle aurait été trop vite dans les descentes. Trop rapide. Puis peut-être pas assez rapide dans les montées. On n'a pas d'entretien de tout. Convention de mise à disposition temporaire d'un logement communal à la maison médicale, donc un usage exclusif d'habitation pendant un stage d'études de transition touristique et diversification des activités sur la commune de Passy. Donc on met à dispo d'un stagiaire. Décision 71-23, convention de mise à disposition temporaire d'un logement communal, toujours au même endroit, 50 places Théophile Vallet. C'est pour là un renfort surveillant de baignade pour la base de loisirs. 72-23, convention de mise à disposition d'un logement communal pour la saison estivale 2023, situé 325 route de Saint-Gervais, à usage exclusif, encore une fois, d'un des surveillants de baignade. 73-23, convention de mise à disposition de véhicules au profit de l'Office du tourisme pendant le trail du Tour des Fils. Donc vous verrez que c'est un peu trop tard, mais on a prêté des véhicules pour le trail. Décision 74-23, c'est pour les travaux de renouvellement sur le réseau d'eau, assainissement et d'extension de réseau. Donc c'est le secteur du chemin de la Tour, avec un avenant numéro 1 au marché conclu avec la société Mabou, avec un délai supplémentaire de 8 semaines. Donc là, les travaux sont terminés. Normalement, c'est goudronné là. Les travaux sont terminés, je pense qu'ils sont en levée de réserve. Ouais. C'est un chantier qui s'est très bien passé, on peut le signaler, malgré la difficulté du terrain, puisqu'on a eu la surprise d'avoir du rocher sur une très grande partie de la trajectoire. Et c'était un poste qui était prévu, effectivement, mais c'est toujours un peu sensible comme travail, donc ça s'est très, très, très bien passé. Mis à part ça. Décision 75-23, maîtrise d'œuvre pour la réalisation d'un télésiège en remplacement des téléskis de Barmu et du Tour. Donc avenant numéro 2, signé avec la société MTC SAS. Complication d'instruction pour l'obtention des autorisations et ses conséquences. Il y a l'inflation, le temps passé, plus-value de 11 800 €, nouveau marché porté à 61 839 €. Hors taxe. Donc ça, c'est la maîtrise d'œuvre du télésiège, c'est notre architecte. Avenant au contrat de logement de l'école de Chelles-le-Haut avec l'organisme Alpha 3A, donc c'est les logements qu'on met à disposition pour les réfugiés ukrainiens. Donc renouvellement pour une durée de 6 mois, du 9 juillet au 8 août 2024. Décision d'urbanisme, j'ai dit quoi? Janvier? Ah ouais, août, 8 janvier 2024. Pardonnez-moi. Et puis, donc une décision d'urbanisme concernant une DP, concernant le changement de couverture du bac acier. Je pense que c'est pour le toit du chalet qu'on a sur la plage là. Donc voilà. Alors, l'ordre du jour est épuisé. On vient de lire les décisions d'urbanisme. Simplement signaler donc en termes d'information. Donc on a eu le bilan final de l'extinction de l'éclairage public qu'on a engagé l'année dernière. Vous savez, on éteint l'éclairage public de 23h à 6h du matin. Donc là, on a les derniers chiffres consolidés. Sur les 8 mois, on a économisé 194 329 kWh. C'est 50,2% de la consommation dans ce domaine-là, de l'éclairage public. C'est la moitié.
Et on a économisé que, entre guillemets, 32% d'économie, parce que vu l'augmentation du prix de l'électricité, on a économisé 24 000 euros. Bon, l'économie, c'était une chose, mais c'était surtout la puissance électrique disponible. Hein, vous rappelez-vous que le gouvernement avait engagé un programme de réduction de 10% à la fin de l'hiver, vu que pas mal de centrales étaient à l'arrêt ou en maintenance, et qu'on a quand même réussi à tenir, notamment une période où il a fait assez froid en février. Je voulais un petit remerciement à la trentaine d'habitants qui ont pris la peine de se déplacer à la mairie de Passy à l'appel de l'Association des maires de France pour montrer leur solidarité vis-à-vis des élus quand il y a eu les émeutes dans le pays et qui sont venus spontanément nous manifester leur sympathie. On a échangé un bon moment avec eux, donc c'était quand même assez appréciable. J'ai parlé du Tour de France tout à l'heure, donc on a la diapo, je ne sais pas si M. Carat. Donc remercier 180 de nos agents qui étaient volontaires ce jour-là. Hein, sur les 240 que compte la commune, 250 avec les saisonniers. Donc certains ont accepté de décaler leurs vacances. 180 agents volontaires, une trentaine de bénévoles, 26-27 bénévoles de mémoire en plus, pour réussir et puis pour, grâce à eux, faire de cette étape du Tour de France un vrai succès, surtout en termes d'organisation. Pour nous, c'était une première, c'était un vrai défi. Hein. C'est extrêmement lourd à organiser et contraignant en termes de circulation. Donc je vous ai mis quelques chiffres, hein. C'est 4 km de barrières. Alors quand il n'y a plus qu'à les installer, c'est la belle vie. Quand il n'y a plus qu'à les installer, c'est la belle vie, mais il a fallu les trouver. Il a fallu trouver 70 bacs à poubelle, parce qu'il y avait des exigences du cahier des charges d'ASO. On a installé 450 poubelles également. Voilà, donc... il faisait assez chaud ce jour-là, c'était quand même contraignant pour les agents qui sont restés toute la journée et également, bien entendu, le public. Mais il y en aura, j'espère, d'autres étapes à Passy. Une précision, donc le 6 août, il y aura les 80 ans de l'attaque du maquis de Montfort. Donc on fait une cérémonie comme chaque année. Et puis on instaure des navettes comme chaque année. Par contre, la différence cette année, c'est que les navettes, elles viendront récupérer le public au niveau du parking du télécabine de Saint-Gervais. On ne fera pas dans le centre de Saint-Gervais parce qu'il y a la fête des guides au même moment. Donc ça risque de poser quelques soucis au niveau circulation. Et puis préciser qu'il y a le Salon du livre de montagne, bien entendu, le 10 août. Il y a les présentations, j'ai dit les cafés littéraires, j'ai perdu le nom, mais au niveau du Jardin des Cimes. Les rencontres littéraires, chaque samedi au Jardin des Cimes. Donc on a participé avec Delphine la semaine dernière, il y en a eu d'autres, donc ça s'égrène, elles sont filmées, vous pouvez les retrouver sur Internet également, sur le site du Salon du Livre. Et puis, vous le savez certainement, s'il vous plaît, on a eu un noyé au lac de Passy le 18 juillet, un jeune homme de 17 ans qui manifestement était hébergé dans un SOT pour jeunes mineurs non accompagnés, il était avec son frère. Donc l'alerte a été donnée, mais c'était malheureusement trop tard. Donc il n'a pas pu être réanimé. Donc c'est toujours tragique. Hors de la zone de baignade, hein, je le précise. Il y a eu plusieurs noyés ce jour-là en Haute-Savoie. Voilà, la baignade reste dangereuse, notamment si les personnes ne savent pas forcément nager. Donc ce jeune homme, il n'était pas né dans notre pays. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on va faire une minute de silence quand même en son hommage. Je vous remercie. Allez, il est 20h35. Je déclare la séance terminée. C'est 20h35, oui. 20h35, donc ça a été assez vite aujourd'hui. Et puis, je vous souhaite de bonnes vacances. On se retrouvera au mois de septembre pour le prochain conseil municipal qui sera plus conséquent. Là, il y aura plein de délibérations à passer. C'est souvent le cas. Donc, il y aura certains qui auront pris leurs vacances. Donc, comme ceux qui partent en vacances, on donne les délibérations aux petits camarades. Donc, voilà, on aura le temps de préparer tout ça. En tout cas, merci à tous. Bonne fin de soirée et puis au mois de septembre.